Donc Lenka Zdebrova, excusez-moi, a eu sa thèse en 2008 sous la direction de Marc Mézard. Depuis, elle a acquis à la fois une très grande réputation par ses travaux de physique statistique. Elle était membre du CNRS, chercheur au CNRS 2010 à 2020. Elle est actuellement professeure associée à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et travaille essentiellement sur la statistique des systèmes computationnels. Elle a reçu de nombreux prix scientifiques, alors la médaille de bronze du CNRS, certains d'entre nous s'en souviennent, aussi le prix Irène Joliot-Curie, et puis l'an dernier, elle a été lauréate de la conférence Gibbs. Alors, la conférence Gibbs, je ne connaissais pas trop, j'avoue mon ignorance, mais c'est quelque chose qui a l'air quand même extrêmement prestigieux, parce que vous allez y retrouver des noms comme Ingrid Daubechies, qu'on connaît très bien, Cédric Villani, que vous connaissez tous, mais aussi Kurt Gödel ou Albert Einstein. Donc c'est un prix qui est à l'image de la qualité des travaux et de l'écho que ces travaux trouvent dans la communauté scientifique. Donc l'exposé du jour que va nous proposer Lenka va porter sur l'apprentissage profond et la physique statistique. Donc je vais vous laisser en sa présence. Je pense que tu as 1 heure à peu près. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici à Nancy devant une salle pleine comme ça après les années de Covid. C'est vraiment, ça m'a manqué. Je reste au micro. Comment marchent mes slides? Comme ça. Je sais pas encore. Peut-être comme ça. Voilà. Donc, où ça marchait? Pardon. J'aurais dû essayer ça avant, mais bon. Donc, mon background, c'est la physique statistique. Mais depuis 20 ans, j'étudie des problèmes computationnels. Mais mon labo à EPFL, il s'appelle Laboratoire de physique statistique des systèmes computationnels. Et du coup, aujourd'hui, mon titre est un peu, vous savez, je juste liste 3 domaines, le machine learning, le traitement des signaux et la physique statistique. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc, de mon point de vue, c'est 3 domaines, entre d'autres, qui traitent des distributions de probabilités qui peuvent vivre à très grande dimension et des paysages d'énergie qui peuvent aussi vivre à très grande dimension. Et donc bien sûr dans le traitement des signaux qui est votre domaine, dans l'apprentissage automatique, le machine learning aujourd'hui c'est le corps de ce qu'on essaie de comprendre. Et la physique statistique, c'est le 3e bubble ici. Disons, elle est un peu particulière parce qu'elle regarde ce système-là depuis plus de temps. Déjà, au début des derniers siècles, la physique statistique regardait des probabilités de distribution à très haute dimension, en commençant par Boltzmann, Gibbs et les gens comme ça. Et du coup, faire ces liens-là, c'est aussi d'actualité toujours, parce qu'il y a à peu près 1 an, ou un peu moins qu'1 an, que pour ce domaine-là, un des plus grands chercheur en physique statistique aujourd'hui, Giorgio Parisi, a eu le prix Nobel de physique pour ce domaine-là. Et quand vous lisez un peu dans le texte pourquoi on lui décerne ce prix, vous pouvez lire que c'était pour ses études des systèmes aléatoires complexes, des matériaux, des phénomènes qui sont relevants pas seulement dans la physique, mais aussi dans la mathématique, dans la biologie, dans la neuroscience ou dans l'apprentissage automatique. On ne liste pas le traitement des signaux parce qu'aujourd'hui, probablement, tout est dans l'apprentissage, tout est compris dans l'apprentissage automatique pour certaines personnes, mais on aurait pu très bien lister le traitement des signaux dans ces listes de domaines. Donc, je vais vous parler de ce domaine. Donc, ça va pas être beaucoup de la physique statistique, même si la façon de penser est un peu différente. Et du coup, pour présenter ce que je vais présenter, je vais utiliser 3 problèmes que maintenant je vais définir, introduire, mais vous allez voir sur un parapluie un peu commun, si on dit ça en français, un parapluie. Donc, l'acquisition comprimée, le compressed sensing, la extraction, récupération des phases, après quelqu'un va me dire comment on dit ça correctement, et aussi apprentissage avec des réseaux neurones dans la plus simple version à une seule couche, disons, avec les mêmes équations, et après on va voir, disons, ce que c'est les questions et ce qu'on peut dire pour ces problèmes-là.
Donc c'est des problèmes que vous avez dû voir. Il y a sûrement des experts dans l'audience qui savent beaucoup plus des côtés pratiques que moi. Mais restez quand même avec moi pour après avoir en tête mes notations pour ce qui va suivre. Donc le problème 1, l'acquisition comprimée, qui vient de la domaine des traitements des signaux, c'était le premier problème que moi, en tant que physicienne, ai rencontré dans ce domaine. Qu'est-ce que c'est la motivation derrière l'acquisition comprimée? C'est tout simple, disons, quand on prend des images, c'est vraiment votre domaine, et par exemple, quand on les représente dans la base de wavelets, et on regarde les coefficients qui viennent de là-bas, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui sont très petits, très proches de 0. Et si on les oublie, si on les met à 0 et on applique la transformer wavelet inverse, en fait, ça nous donne l'image très très bien. Il n'y a presque pas des pertes d'informations, donc ça c'est une façon. Si on peut garder que les coefficients vraiment non zéro, on peut comprimer l'image. Donc ça c'est une idée très très simple, qui est à la base des JPEG 2020, etc. Mais maintenant l'idée d'acquisition comprimée, c'est est-ce qu'on peut, quand on s'y traite l'image, directement mesurer que ce nombre des coefficients qui correspond à un nombre des coefficients non zéro, un petit peu plus, dans la base des wavelets. Donc ça c'est l'idée d'acquisition comprimée. Et quand j'exprime ça mathématiquement, à quoi ça revient? Ça revient à considérer un signal que je vais appeler W étoile. Donc dans tout le talk, le vrai signal, ça va être W étoile, qui vit en deux dimensions, mais qui a qu'une fraction de ses composants non zéro. Donc cette fraction, je vais l'appeler ρ. Et puis j'ai une matrice de mesures X, qui du coup, j'ai n mesures, et bien sûr l'autre dimension de cette matrice c'est D. Et les mesures Y, je les obtiens simplement en prenant le produit scalaire de W étoile fois X, plus bruit, s'il y a bruit. Donc ça, c'est le setup d'acquisition comprimée. Et le but ici, c'est récupérer un vecteur W hat, chapeau, qui est aussi proche de W étoile que possible. D'accord? Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, la extraction des phases. C'est similaire. Dans l'extraction des phases, la différence principalement est que maintenant le signal n'est pas dans le domaine réel, mais dans le domaine complexe. C'est les vagues qu'on peut représenter avec les nombres complexes. Et ce qu'on mesure, c'est pas un nombre complexe, ce qu'on mesure, c'est l'amplitude, du coup, le module. Du coup, si avec les mêmes notations, je représente le problème de récupération des phases, j'ai encore une fois W étoile, qui est encore un vecteur à deux dimensions, mais cette fois-ci, il est complexe. Et j'ai la matrice des mesures que je vais considérer réelle, qui a la même taille qu'avant. Et ce que je mesure, c'est le module des produits scalaires, plus un bruit, si j'ai un bruit. Et le but est pareil qu'avant, j'essaye de récupérer un vecteur W chapeau, qui est aussi proche de W étoile qu'est possible. Donc ici, je vais pouvoir le faire, mais comme j'ai perdu l'information sur la phase globale, ça, je vais jamais pouvoir récupérer. Mais est-ce que je peux récupérer quelque chose qui, à la phase globale, est proche de W étoile? Et le troisième problème que je considère maintenant, ça va être apprentissage par des réseaux neurones. Donc là, ça, c'est un peu différent. Donc là, j'ai introduit le problème des classifications des images, qui à première vue a l'air assez différent. Donc dans la classification des images, une grande database des images, certains vont être des chats et certains vont être des chiens, par exemple. Et une image, c'est un long vecteur de pixels de 0 et 1. Encore une fois, il va y avoir des dimensions. Et cette fois-ci, n, ça va être le nombre des images. Donc j'ai n images, chaque image a des pixels. Et le but de la classification d'images, c'est à partir d'une telle database, de n images à des dimensions, où pour chaque image, j'ai les labels, je sais qui est le chien et qui est le chat, donc j'ai des labels. Donc à partir de ça, je vais trouver une fonction qui mappe des images au label. Tel que, si j'ai un nouveau image, pour lequel je ne sais pas encore si c'est un chat ou un chien, la fonction mappe correctement l'image à +1, par exemple, pour un chat, ou -1 pour un chien.
D'accord. Et comment ça s'est fait? Donc aujourd'hui, on fait la classification des images avec les réseaux neurones profonds qui, disons, on peut imaginer que c'est compliqué, mais c'est tout à fait simple. Disons, ce que c'est un réseau neuron profond, c'est juste un ansatz particulier pour cette fonction. Donc on paramétrise cette fonction par des paramètres W. Et ici, sous la troisième ligne, j'écris un réseau neurone qui a 4 couches, où les W, c'est des matrices des poids qu'on apprend, X, c'est les données, et les phi, c'est les fonctions d'activation. Donc c'est juste un ansatz qui est pas compliqué, c'est juste une sorte de... c'est juste un peu comme la régression linéaire, ou la classification linéaire, où cette fonction serait juste simplement un produit scalaire entre un W et X, dans la classification avec une fonction sigma pour qu'à la fin j'ai des plus ou moins 1. Et c'est juste, itérativement, on fait la même chose. On imagine que l'output de ça, c'est le nouveau image, et on réapplique une matrice des poids, etc. Donc c'est ça ce qu'elle fait un réseau neurone profond. Mais moi, pour le moment, je vais rester avec celui-là en haut. Est-ce que j'ai un pointeur? Je sais pas en faire. Celui-là en haut, où j'ai un seul vecteur W, et ça c'est le label, et ça c'est les images. Donc ça va correspondre par exemple à la classification linéaire, par exemple la régression logistique. Donc ça c'est un réseau neurone. Maintenant, comment je le mets dans le même, disons, mon but là c'est le mettre dans le même cadre que l'acquisition comprimée et la récupération des phases. Et pour ça, il me manque le W étoile. Il est où le signal ici? Et c'est là où, disons, première fois, je me plonge dans la vieille littérature de la physique statistique. Donc, qu'est-ce qui était fait dans la physique statistique il y a très longtemps? Donc, ici, je vous montre cet article en 89, qui a un titre un peu triste à la fin, parce que c'était les travaux d'Elisabeth Garner qui n'étaient pas finis, parce que malheureusement, elle était un peu plus avec nous. Mais dans ces travaux, ils ont introduit le modèle qu'on appelle en physique statistique l'enseignant-étudiant, le perceptron enseignant, le setup enseignant-étudiant. Où ils ont dit, pour modéliser la classification des images, on va considérer qu'en fait, il y a un réseau neurone enseignant qui a généré le label Y avec des poids W étoile. Donc ça, c'est des vrais poids que l'enseignant utilisait. Et puis, réseau neurone étudiant, il essaye à prendre la même fonction. Donc, il essaye pas forcément récupérer les poids W étoile, mais il essaye à prendre la même fonction de X à Y, qui va être la même que l'enseignant utilise. Et une fois que je le formule comme ça, en fait, je peux voir, et disons, bien sûr, c'était pour le réseau neurone tout simple dans cet article, celui-là qui n'a pas des unités cachées, qui a directement le input vers output, mais cette idée de l'enseignant-étudiant, bien sûr, il peut se généraliser à réseau neurone à plusieurs couches, où l'enseignant, il génère les données X, ou il a les données X, il génère les vrais poids W étoile, qui après l'étudiant ne va pas connaître. Il utilise les poids W étoile pour générer les labels Y. Après l'étudiant, il est présenté par les couples YX. Et aussi, disons, ça peut que simplifier les choses s'il a l'architecture du réseau que l'enseignant utilise. Et ce qui est important, qu'il n'a pas les valeurs de W étoile. Et à partir des samples XY, il est censé apprendre la même fonction. Bien sûr, si en façon ou l'autre, il réussit à récupérer les poids W étoile, il a appris la même fonction. Mais peut-être il peut aussi l'apprendre la même fonction de façon différente. Donc ça va être la seule différence, mais à la place, disons, une fois que j'ai formulé, disons, modélisé le réseau neurone comme ça, je peux formuler les 3 problèmes de la même façon. Donc regardons comment. Donc je vais appeler ça le modèle linéaire généralisé, où j'ai toujours cette W étoile, qui est la vérité, le vrai signal, ou les vrais poids des enseignants dans la formulation des réseaux neurones. Le X, qui est soit la matrice des mesures, soit les données dans la formulation des réseaux neurones, et les Y, qui sont soit les mesurements,
soit les labels des images. Et puis, je vais avoir deux quantités qui vont être importantes. C'est la distribution probabilité desquelles le W étoile est pris et la distribution des probabilités desquelles je prends le Y une fois que je connais le X et le W, ou leur produit scalaire. Et donc, le but va être de récupérer quelque chose proche de W étoile à partir de X et Y. Donc, pour tout le talk, il n'y a que 3 lettres qu'il faut se rappeler. C'est le W étoile, qui va être le vrai signal, W sans étoile, qui va être la variable qui le représente quand j'essaye de le reconstruire, et puis le X et le Y. Que 3 lettres à se rappeler. Une fois qu'on a ces 3 lettres, on peut formuler l'acquisition comprimée, qui correspond à PW qui va être parcimonieux, donc une fraction des composants de W étoile va être 0, et la fonction Pout, c'est juste une fonction Dirac delta entre les deux arguments. L'extraction des phases qui va juste mettre une valeur absolue ici, le module, et l'enseignant-étudiant, le réseau neuron enseignant-étudiant, où ici je mets la fonction activation. Et le PW, par exemple, gaussien, par la distribution des entropies maximales. Donc ça va être le modèle duquel je vais parler dans la première partie, ou la plus grande partie de l'exposé. Et donc la seule différence qu'il faut garder en tête entre le traitement des signaux qui est présenté par ces deux problèmes-là et le réseau neurone qui est présenté par le troisième, c'est que dans le traitement des signaux, le but c'est récupérer W étoile, et dans le réseau neurone, le but c'est apprendre la même fonction. Ce qui est lié, mais c'est pas la même chose. Donc c'est la seule différence qu'il faut vraiment garder en tête, sinon c'est la même chose. D'accord. Donc j'ai posé les problèmes. Qu'est-ce que c'est maintenant les questions sur ces problèmes-là qu'on veut se poser? Donc principalement, il y en a deux. Donc moi, j'aimerais bien un jour répondre à ces questions à la plus grande généralité que je peux. Donc qu'est-ce que c'est la meilleure façon, du point de vue des théories information, de retrouver le signal W étoile ou de retrouver la bonne fonction? Donc ça, ce serait si je mets à côté la complexité algorithmique. Est-ce que c'est possible, même si j'ai des algorithmes qui vont durer exponentiellement en dimension, est-ce que c'est possible, du point de vue des théories d'information? Et si c'est possible, est-ce que c'est possible aussi en façon efficace, donc polynomiale ou mieux avec des algorithmes qui sont efficaces? Donc ça, c'est deux grosses questions que je pense que dans une façon ou l'autre, beaucoup d'entre nous se posent chaque jour. Donc, répondre en général, un jour, j'espère qu'on va avoir une théorie qui sait répondre à ces deux questions généralement. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et du coup, pour avoir un cadre sur lequel on peut donner des réponses très précises, il faut faire plus d'assumptions. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore une fois revenir à cet article de la physique statistique dans les années 80. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là comme assumption? Sous quelles conditions on sait répondre à ces deux questions de façon très précise? Donc, il y en a 3. Donc, ça, c'est encore une fois le même article qu'avant, mais j'ai juste écrit un peu plus sur le setup des articles. Donc, ils considèrent que la matrice X, elle va être aléatoire, ID, Gaussien. Le Gaussien n'est pas très important, le ID est très important. Le vrai signal W étoile aussi, il va être ID composante par composante. Et finalement, on va se considérer dans la limite qui est dite à haute dimension, où le n et d, la dimension et le nombre de samples, vont les deux à infini avec un ratio qui est constant, qui est 5, 3, 1,5, quelque chose comme ça. Donc on va y revenir. Donc 1 et 2, c'est vraiment des assumptions, et 3, quelque part, c'est pas une assumption, c'est la limite dans laquelle les choses se comportent bien, et c'est aussi la limite qui nous intéresse. Donc, on va, disons, maintenant, ça c'est l'article qui a introduit cette modèle d'enseignant-étudiant pour les réseaux neurones. Mais après, dans la physique statistique, il y avait toute une communauté qui a travaillé des dizaines d'années sur ces sujets-là. Et là, les articles, il y en aurait trop ici. J'ai mis 3 livres
qui abordent ces sujets-là, dont la première est par, on ne dit pas très bien, mais justement par Giorgio Parisi et Marc Mézard et Miguel Virasoro, et deux autres qui sont sur les réseaux neurones où il y a explication sur comment on traite ces sortes de problèmes, en façon non rigoureuse, en façon de physique théorique, basée sur des méthodes qui s'appellent la méthode des répliques, la méthode des cavités. Je vais parler dans les détails dans ces méthodes-là. Donc ça c'est la littérature sur le minimum mean square error, sur la façon, des points de vue de la théorie d'information, récupérer le meilleur signal possible. Et après, bien sûr, il y a l'autre question, la question algorithmique. Et la littérature sur les algorithmes, encore une fois, je pourrais mettre beaucoup plus, mais ici, j'ai mis, disons, ces algorithmes-là, des passages des messages approximés, qui sont vraiment prochement liés à la méthode des répliques et cavités, aux méthodes qui sont présentées dans les livres précédents, qui, je pense que dans la communauté des traitements des signaux, sont surtout connus par le papier de David Donoho et Ariane Maleki et Andrea Montanari en 2009, où ils ont appliqué ces algorithmes aux acquisitions comprimées. Mais en physique, ça date aux articles de Towles, Anderson et Palmer, c'est peut-être les noms que pas tout le monde va connaître, mais encore une fois, il y en a Towles et Anderson qui sont des physiciens qui aussi ont eu un prix Nobel pour des choses différentes dans les 2 années différentes. Il y a Marc Mézard dans son article sur le perceptron où il aussi développe cet algorithme-là, et Yoshiyuki Kabashima, David Sade dans les années 98 où il y a aussi une contribution importante. Donc, l'algorithme, il n'était pas vraiment, disons, son application à l'acquisition comprimée dans cet article, il était nouveau. Mais l'algorithme lui-même, il n'était pas. Mais ce qui était vraiment important dans cette ligne de travail qui venait de la groupe d'Andrea Montanari, c'était ce qu'ils ont réalisé, que c'est un algorithme qui marche pour ces problèmes à grande dimension, où on peut exactement traquer la performance en fonction des temps, ce qui s'appelle la évolution d'état, state evolution, de l'algorithme. Et ils ont prouvé ça rigoureusement, et ça c'était vraiment quelque chose qui, quelque part, dans les travaux précédents de la physique, la compréhension de ça manquait un peu. Donc ça, pour moi, c'est la vraie contribution de cet article, c'est le state evolution. Donc ça, c'est un peu en parenthèse historique. Et puis, disons, qu'est-ce que cette théorie nous donne? Donc, sans vraiment aller dans les détails des méthodes et écrire des expressions compliquées dans cette slide, je résume qu'est-ce qu'on obtient à partir de cette théorie. Donc, on obtient, en façon rigoureuse, l'erreur minimale, mais aussi l'erreur de l'algorithme, que j'obtiens dans le modèle de Generalized Linear Model, donc le modèle linéaire généralisé, sous les assumptions que j'ai dit, donc que le prior sous le W est séparable et que la matrice X est randomide. Donc ça, c'est mes 2 assumptions, que pour le moment je vais accepter, plus tard je vais y revenir. Et une fois que j'ai ça, je peux prouver que dans la limite à haute dimension, que j'ai déjà mis avant, dans l'article qui est là, on a écrit une formule pour une fonction qu'on appelle l'entropie libre. C'est une fonction à une variable scalaire. Et cette fonction, elle contient tout ce qui m'intéresse pour ces problèmes-là. Donc, en particulier, quand on la trace, son maximum global, il contient l'information sur le MMSE. Il faut juste prendre le deuxième moment de cette distribution-là et soustraire la position où est le maximum global. Et il contient aussi l'erreur qui va être obtenue par l'algorithme. Il faut encore prendre le ρ et soustraire cette fois-ci la position où cette fonction-là a un maximum, mais un maximum local qui a le m le plus bas possible. Donc s'il y a un seul maximum, ben c'est bien sûr le même, mais s'il y en a plusieurs, ça peut être que c'est pas les mêmes. Donc tout c'est réduit à une seule fonction, entropie libre, qui prend une forme que j'ai pas écrite, mais qu'on a écrit dans cet article-là et prouvé que c'est la bonne forme pour obtenir ces propriétés-là. Donc ça résume, cette slide résume beaucoup de choses pour les 3 problèmes que j'ai présentés, mais je vais les montrer un peu plus concrètement. Donc qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que cette slide
qu'est-ce que l'existence et forme de cette énergie libre implique. Donc pour l'acquisition comprimée, c'est une image d'un article qui maintenant a 10 ans, où on a appliqué cette théorie à l'acquisition comprimée. Donc ici, en physique, on adore dessiner ce qu'on appelle les diagrammes des phases. Quand vous voyez au lycée le diagramme où l'eau est liquide et où l'eau est glacée, où l'eau est gazeuse, c'est un diagramme des phases, et ici c'est le diagramme des phases de l'acquisition comprimée. Ou ici, mes axes, qu'est-ce que c'est donc? Rho, c'est la fraction des éléments des signaux qui sont non-zéro, donc c'est la parcimonie. Et alpha, c'est le nombre de mesures divisé par la dimension. Donc si j'ai autant de mesures que de dimensions, je peux juste faire l'inversion de la matrice. Ici, je suis sans bruit, je vais retrouver le signal. Mais si j'ai moins de mesures que la dimension, qu'est-ce qui se passe? Donc la partie verte de ce diagramme, c'est la partie où vous arrivez à récupérer le signal en utilisant la régularisation L1, tout simplement, donc le lasso, vous connaissez très bien. La partie rouge, c'est là où c'est impossible. Même si je vous donne exponentiellement beaucoup de temps, l'information est tout simplement perdue parce qu'il y a moins de mesures que le nombre de non-zéros, et du coup, il y a beaucoup de solutions qui résolvent le système linéaire, donc c'est pas possible de retrouver le signal. Dans la partie bleue et orange, c'est possible. Dans la partie bleue, je peux y arriver si j'utilise l'algorithme des passages des messages approximés. Et dans la partie orange, cet algorithme-là, il n'y arrive pas. Et la conjecture qui, du point de vue de la théorie des complexités, donc l'informatique théorique, est très 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 puissante, très mystérieuse. La conjecture dit qu'en fait, dans cette phase difficile, hard phase, il n'y a pas des algorithmes efficaces qui vont réussir à récupérer le signal. Ça, c'est très non trivial comme statement, parce que si je peux prouver ça, je prouve sous le schéma que la classe P polynomiale n'est pas égale à la classe NP. Bon, ça, on ne sait pas faire, mais le talk n'est pas sur cette conjecture. Je vais plutôt passer à l'autre problème. Donc maintenant, le réseau neuron. Dans le même cadre, des modèles linéaires généralisés, ici, je prends le vecteur W étoile juste gaussien, le plus simple, ce qui vient dans la tête. La seule chose que je change, c'est que ici, pour avoir les Y, les labels, je mets une fonction signe ici. Donc l'enseignant, le réseau neuron enseignant, il utilise signe comme activation. Et ce que je dessine ici, cette fois-ci, ça va pas être l'erreur sur W étoile, mais ça va être l'erreur test sous les Y. Bon, la forme est très similaire si je ferais l'un ou l'autre. Et ce que je vois ici, c'est la courbe, donc l'erreur optimale que je peux obtenir dans la limite à haute dimension, la performance de l'algorithme AMP, qui est dans ce cas-là le même, et aussi pour comparer la performance de la régression logistique, c'est ce que je essaierais si j'avais des données à classifier, comme peut-être la première chose avec, je sais pas, scikit-learn, qui est pas très loin dans ces cas-là. Donc ici, si c'était toujours comme ça, que la méthode canonique qu'on utilise toujours est si proche de l'optimalité, ce serait bien. Mais c'est pas toujours le cas. Et un cas qui illustre bien le contraire, c'est justement notre troisième exemple, celui-là des récupérations des phases. Donc, dans cette slide-là, ce que je fais, c'est que je considère le cas où le signal est réel. Donc, plutôt que le faire complexe, je le fais réel. Mais quand même, les mesures, ça va être la valeur absolue des produits scalaires. Donc, on pourrait penser que si je vais faire réel à la place des complexes, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Pas tellement. C'est vraiment la valeur absolue qui complique la vie. Et il suffit de perdre le signe, on n'a pas besoin de perdre la phase pour déjà rendre ce problème compliqué. Donc pour me mettre dans le cas plus simple, je considère vraiment le sign retrieval plutôt que phase retrieval. Donc la récupération des signes, et ça va déjà me donner la phénoménologie que je cherche à vous expliquer. Donc, encore une fois, c'est un problème dans le cadre de la théorie que je viens vous expliquer, donc je peux tracer encore une fois l'erreur en fonction du nombre de samples divisé par dimension. Et puis, en bleu et rouge, c'est la prédiction pour ce qui fait l'algorithme des AMP, et en orange,
c'est le MMSE, c'est le minimum possible des points de vue des théories d'information. Et ici, je vois que pour pas mal d'alpha, c'est, disons, si on va par l'orange, c'est parce que c'est couvert par le bleu, donc ici, orange et bleu, c'est le même, ici aussi. Mais il y a une petite phase ici, entre quand j'ai plus de mesures que la dimension, mais moins que 13% de plus, donc un petit régime où l'algorithme AMP ne marche pas, même si, des points de vue des théories de l'information, je devrais être capable de récupérer le signal. Et donc ça, 13%, c'est pas beaucoup, on pourrait se dire, bon, c'est pas grave, je perds 13%, mais en fait, c'est assez grave. Et regardons pourquoi. Donc, avant, disons, faire ça, c'est regardons un peu qu'est-ce que c'est la nature physique de cette phase difficile ici. C'est un peu comme quand en physique, on considère l'eau et la glace, et puis vous savez que quand on met l'eau dans le réfrigérateur et c'est l'eau assez pure, on peut le refroidir, disons, à moins 5, moins 10 degrés Celsius sans qu'elle gèle. Elle reste liquide. Et après, il suffit la verser et elle gèle tout de suite. Donc c'est la supercooled liquid, voilà, j'aurais dû, oui. Je sais pas comment on dit ça en français. Et donc, pour les mêmes raisons où la dynamique dans cette liquide surfondue, c'est ça je crois, surfondu reste, que le liquide reste liquide, c'est pour la même raison que la dynamique de cet algorithme-là ici reste bloquée dans un point qui correspond à un erreur qui est plus grand que ce qu'il aurait pu. Mais cette analogie a des conséquences, disons, qui vont plus loin de ça, de là. Disons, dans un article qu'on a fait relativement récemment, on a réalisé que finalement l'analyse de l'algorithme des passages des messages approximés qui correspond à cette courbe-là, elle est très particulière et très non physique, dans le sens que cet algorithme-là, il fait pas une balade dans l'espace des phases, il se balade pas dans les vecteurs W étoiles, il se balade dans un espace qui correspond aux moyennes des W étoiles. Et ça change beaucoup. Si on se restreint aux algorithmes qui se baladent dans l'espace de W, et ça c'est les algorithmes de descente des gradients stochastiques, des Langevin, des algorithmes de Monte Carlo, tous ces algorithmes-là, ils vont pas faire la même chose que l'algorithme des AMP. Ils vont sentir la physique différemment et ils vont sentir que la phase difficile, en fait, elle est vitreuse, et ils vont être bloqués plus haut et plus loin dans alpha. Donc, l'existence de cette petite phase difficile pour l'algorithme AMP, elle a des conséquences que, assez loin autour de cette phase, le problème est difficile pour ces algorithmes qui sont basés sur la descente des gradients. Et ça, c'était une conclusion un peu implicite dans cet article-là. Mais regardons ça concrètement pour la récupération des phases, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que c'est la version la plus basique des algorithmes de descente des gradients pour le problème de récupération des phases? Donc, les données, ils sont générées exactement comme avant, les mêmes assumptions. Ce que je change ici, c'est la façon de résoudre le problème. Donc, j'écris une fonction des coûts, qui est vraiment une des plus naturelles, ou la plus naturelle pour ces problèmes-là. Disons, je sais que Y était obtenu comme valeur absolue des produits scalaires, donc la fonction des coûts, ça va juste être la somme des différences au carré, des carrés de Y moins du coût carré des produits scalaires. Et si c'est 0, ben c'est bon, j'ai récupéré mon signal et ma fonction, et je cherche à minimiser ça. Avec... ici, j'écris le flot des gradients en temps continu, mais l'algorithme marche en temps discret pour ce que je suis en train de dire ici, la différence entre continu et discret ne va pas être très grand. Ce qui est important, c'est que ça, c'est non convexe en W. C'est un des problèmes plus simples qui est non convexe. Et bon, l'apprentissage dans les réseaux neuronaux, il est non convexe. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Donc, juste pour dire ce qui est connu sur la descente des gradients pour la récupération des phases. Donc, descente des gradients tout simple, initialisée aléatoirement. Qu'est-ce qu'on sait? Donc,
ça c'est deux articles d'informatique théorique où on sait que si on a un nombre de simples qui est polylogarithmique en dimension, descente des gradients marche. Okay. Cet article-là, il améliore ça. Il dit que ça doit être une grande constante fois la dimension pour que ça marche. Il change un peu la fonction des coûts dans cet article. Mais on met ça à l'opposé des alpha qui était 1 du point de vue théorie d'information ou 1.13 pour le AMP. Et cette constante, ben, elle n'est même pas spécifiée dans cet article. Il y a un énorme gap où on ne sait pas. Bon, donc essayons juste numériquement, non? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on juste essaye numériquement cet algorithme sur le problème généré, comme j'ai dit, c'est très simple. Et on obtient une image comme ça, où là c'est la fraction des succès, ça veut dire qu'on a appris les bonnes phases en fonction des alpha. Alpha dans tout le talk c'est toujours la même chose. Et on grandit la taille des systèmes. Donc ici dans l'image j'avais n, mais dans le talk c'est ce que j'appelle d, la dimension. Et on voit comme la taille grandit, le succès est plus, disons, ça va dans cette direction. Donc pour les tailles grandes, il faut être alpha au moins 6, 7 pour que ça marche. Donc si je reviens à mon image ici, je vois que même, disons ça c'est des preuves, donc il pourrait être, les constantes, ils pourraient venir du fait que les bornes dans les preuves, ils sont peut-être pas assez tight et en réalité c'est pas si mauvais. Mais même si on essaye numériquement, on est loin. On reste quand même très loin. Donc l'algorithme de descente des gradients est bien pire ici que le passage des messages approximés. On s'est dit, bon, c'est pas grave, on a le passage des messages approximés, on va utiliser celui-là à la place. Oui, mais le problème, c'est que les algorithmes des gradients, qui sont basés sur la descente des gradients, ils sont vraiment utilisés partout dans l'apprentissage des profonds. Et du coup, ça devrait nous inquiéter. Est-ce que, du coup, si l'image que je vous montre ici était aussi l'image dans l'apprentissage profond aujourd'hui, ben, ça veut dire qu'on peut améliorer beaucoup le nombre de samples qu'on utilise aujourd'hui pour faire la même chose. Ben, ce serait bien à savoir si c'est le cas, parce que dans ce cas-là, on devrait travailler pour l'améliorer ou savoir que ce n'est pas possible pour ne pas travailler pour l'améliorer. Ok, donc est-ce qu'on peut un peu aborder cette mystère? Donc qu'est-ce que par rapport à l'apprentissage profond qu'on l'utilise aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans mon modèle ici? Ce qui manque, c'est la surparamétrisation, la overparametrization. Donc on sait que dans les réseaux neurones qui sont vraiment très puissants pour les tâches compliquées qu'il y a 10-20 ans on ne savait pas accomplir avec les ordinateurs, il y a tellement de paramètres que même, disons, je montre cet article-là parce qu'il a vraiment, pour moi, un peu changé la façon de penser aux choses, parce que cet article, il y a un ensemble d'expériences numériques qui montrent que les réseaux neurones qu'on utilise, même si on prend des labels qui sont complètement aléatoires, il y a suffisamment de paramètres qu'on trouve algorithmiquement facilement des paramètres qui fitent parfaitement le label aléatoire. Donc ça veut dire, que toute une branche de la théorie qui est basée sur les bornes qui sont basées sur le fait qu'on ne peut pas fitter bien les labels aléatoires, disons, elle n'est pas relevante. Et aussi qu'il y a vraiment tellement de paramètres qu'on devrait overfitter, ce qu'on ne fait pas, et il y a des travaux, disons, liés à l'image de W-Sen qui nous expliquent un peu pourquoi. Mais ce qui est sûr qu'il y a beaucoup plus de paramètres qu'on aurait besoin. Et donc, est-ce qu'on peut regarder l'effet de ça dans notre exemple courant, la récupération des phases? Donc faisons ça. Prenons maintenant la descente des gradients, donc le même algorithme, rien va changer aux algorithmes, rien va changer sous les données sont toujours les mêmes à partir des slides 5, où je définis le modèle GLM. La seule chose qui change, c'est maintenant que dans la fonction des coûts, je mets, disons, la fonction des coûts va correspondre à un réseau neurone qui maintenant a M unités cachées. Et disons, cette image-là correspond simplement que ici je rajoute la somme sur M A qui va de A à M, et les poids ici, je vais avoir M vecteurs différents des poids. Maintenant, quand vous y pensez,
C'est vraiment bête de faire quelque chose comme ça, parce que vous savez d'où viennent les données. Vous savez que l'enseignant qui a généré les données, il a utilisé un seul vecteur W étoile. Il n'a pas utilisé M. Donc si vous êtes un peu bayésien, vous ne devrez pas vouloir faire ça, parce que vous êtes en train de mismatcher le modèle, vous le connaissez, donc pourquoi prendre un autre? Ça n'a pas trop de sens. Mais bon, faisons ça quand même. Donc on overparamétrise, on prend le M plus grand que D pour que les théorèmes qui suivent sont valides. Et l'algorithme, on le garde. C'est le descente des gradients le plus basique qu'on peut imaginer. Et regardons maintenant ce que la descente des gradients va faire dans ces cas-là. Donc ça, c'est dans un article que je cite ici. C'est un théorème dans l'article, où on a étudié le paysage de cette coût overparamétrisée. Et c'est naturel et intuitif quand on met plus de paramètres, quand on met plus de degrés de liberté, que les paysages deviennent plus simples, dans le sens que c'est plus facile d'aller au minimum. Ça, c'est très intuitif en physique, en optimisation. Ce qui n'est pas intuitif, ce qui est carrément vraiment pas intuitif, c'est qu'en faisant ça, on ne perd pas la direction vers le signal. Donc c'est intuitif penser quand on met plus de paramètres, l'optimisation devient plus simple, mais pourquoi elle ne va pas complètement à l'endroit où il n'y a rien à voir avec le signal? Elle reste là où le signal se reflète, où on apprend la même fonction. Et c'est ça que ce théorème-là prouve, disons. On regarde le paysage d'énergie, pas en fonction des poids, parce que les poids, ils sont dans le système overparamétrisé, ils sont dégénérés, donc on regarde la matrice des poids fois sa transpose, ça c'est notre paramètre A, ici, en fonction des temps. Le temps, c'est le temps de gradient descent. Et on montre que si alpha, donc c'est toujours le même alpha, nombre de samples divisé par la dimension, est plus grand que 2, dans ces cas-là, avec probabilité finie, le seul minimisé, c'est celui-là qui nous donne la fonction qui correspond à W étoile. Bon, c'est juste parce qu'on n'a pas arrivé à prouver que cette probabilité devrait être 1, mais moralement, si quelque chose est en grande dimension et c'est plus grand que 0, en physique statistique, on toujours suppose que c'est égal à 1. Bon, mathématiquement, on n'a pas ça, mais on peut regarder numériquement qu'est-ce qui correspond, et aussi on a un théorème qui nous bien rassure que dans ces cas-là, il n'y a rien étrange qui se passe avec la descente des gradients, il va bien au minima. Donc s'il y a un seul, il va être celui-là. Et numériquement, aussi ici, on voit que la performance, en effet, ça commence à marcher autour de alpha 2. Donc le 2 des théorèmes précédents. Donc si je reviens à mon axe ici, ce qu'on vient montrer dans cet article-là, c'est que si on prend maintenant un loss qui correspond à un réseau neuron surparamétrisé, il suffit 2 fois la dimension des samples pour que le gradient descend tout simple marche. Et si je faisais pas ça, il me fallait au moins 7 ou plus, ça bougeait vers la droite, donc même peut-être plus quand D est vraiment grand. Et pour le AMP, il me faut un peu moins. Mais on voit ici le rôle de la surparamétrisation. Ici, c'est juste ça qui fait que l'algorithme, il a besoin moins de samples. Ce qui est intéressant à dire, vous pouvez vous demander, et si on applique cet algorithme-là sur le réseau overparamétrisé, est-ce qu'il va aussi s'améliorer? Ah ben non. Et on a des papiers, des théorèmes très génériques, et lui, il ne peut pas s'améliorer. Lui, il doit rester, on peut dire, base optimal. Il va utiliser la fonction qui correspond à celui-là qui a généré les données pour marcher le mieux. Ça, c'est un théorème assez générique. Mais pour l'algorithme de descente des gradients, c'est pas le cas. Et l'algorithme de descente des gradients, il peut faire mieux si le modèle est mismatché. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et disons, mettre ça en évidence sur ce problème très simple de la extraction des phases. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui est utilisé dans l'apprentissage profond et que pour le moment, on n'a pas considéré? D'autres choses, c'est la stochasticité de cet algorithme de descente des gradients qu'on utilise. Un côté, on l'utilise parce que calculer les gradients par rapport à toutes nos données à chaque fois, ben c'est juste trop coûteux, donc calculer par rapport à un petit mini-batch, ça coûte moins.
Mais il y a aussi des papiers théoriques et expérimentaux qui montrent que c'est pas seulement la vitesse qui vient avec la stochasticité, mais c'est aussi la performance, c'est aussi la test error qui est mieux elle-même. Et encore une fois, notre exemple familier de récupération des phases va nous montrer ça. Mais pour faire ça, je juste définis l'algorithme de descente des gradients stochastiques. Donc ici, je l'écris bien en temps discret. Le pas des temps ici, c'est état. Ici, c'est la régularisation, s'il y en a un. Et ici, la variable S mu t, elle décide à chaque temps t, est-ce que le sample mu est dans le mini-batch ou pas. Donc c'est une variable binaire. Elle est dans le mini-batch avec un probabilité b qui est juste la fraction des samples que je vais mettre dans le mini-batch ou pas. Donc ça, c'est le gradient descente stochastique classique. Et nous, dans cet article-là, on a considéré une variante de cet algorithme. Notre motivation originale, ça avait rien à voir avec ce que je vais vous dire. C'était pour avoir une limite de flow qui va être différente de celui des gradients de flow. Pour le gradient, descente des gradients stochastiques, si on prend la limite de flow, ça redevient la descente des gradients, donc c'est pas différent, donc on n'a pas dans la limite des flows quelque chose de différent. Pour celui-là, oui. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on a encore une fois la variable S, mais elle n'est pas choisie aléatoirement à chaque pas. Il y a un temps de persistance. Une fois que j'ai mis un sample dans mon mini-batch, je le garde un certain temps, qui est un temps poissonien avec la moyenne, qui est ce temps taux. Donc le temps de persistance. Et sinon, bon, je fais la même chose. J'ai toujours mes mini-batch, je calcule pas tout mon gradient, mais les mini-batch, je les choisis différemment. Donc c'est juste une variante qu'on a introduite pour des raisons, pour pouvoir étudier le flow. Mais finalement, pour l'exemple de l'extraction des phases, il s'est montré qu'il marche beaucoup mieux que la descente des gradients, qui est la courbe bleue ici, ou que la descente des gradients stochastiques, qui est ici la courbe orange, qui est très proche, parce que ici le taux d'apprentissage est assez petit, donc ils sont proches un de l'autre. Si je grandis si je les grandis un peu, ça devient un peu mieux, après ça explose. Disons, jamais avec le gradient stochastique normal, je récupère le signal dans ces cadres-là. Mais si je prends le persistent stochastic gradient descent, ici, je monte jusqu'à magnétisation, c'est mon paramètre M, donc RR0 qui correspond ici. Donc, ici, j'ai triché un tout petit peu parce que je voulais comparer à la théorie. Je démarre corrélé avec le signal, mais sur ces images-là, je démarre aléatoirement. Et aussi ici, le PSJD, il marche mieux que la descente des gradients. Et si je prends un peu cette information et je les remets dans mon axe, je vois que aussi la stochasticité dans la descente des gradients fait que j'ai besoin moins de samples pour récupérer les phases dans mon problème-là. Donc aussi cet élément-là qu'on retrouve partout dans l'apprentissage profond, dans cet exemple simple, il est utile. Et là, je devrais demander combien de temps j'ai parce que normalement j'aurai 5 minutes. D'accord. Donc là, c'est un slide avec un peu de pré-conclusions. On a parlé de ce problème d'extraction des phases que vous connaissez très bien des points de vue pratiques. Moi, je les utilisais en façon un peu prototypicale, comme un exemple des problèmes d'apprentissage supervisé, et j'ai vu qu'il marche très bien, que les choses que je retrouve dans l'apprentissage profond, sous des problèmes beaucoup plus grands et compliqués, complexes, des données qui sont compliquées, je retrouve la phénoménologie, qui est la surparamétrisation MED, et aussi la stochasticité des gradients MED, pour diminuer le nombre de samples qu'il me faut pour résoudre le problème. Et dans les 5 minutes du coup qui restent, je voudrais bien revenir à mes assumptions, hein, parce qu'au moment, je dis, on revient dans ces articles de physique statistique des années 80, où on considérait les données, je crois que j'ai le slide ici, c'est le même slide qui était là avant. Ça, c'était les assumptions que j'ai fait. J'ai pris le prior séparable et j'ai pris les données comme ID. Est-ce que je peux avoir des priors plus intéressants?
est-ce que les données, les matrices des mesures ou les données sont jamais des matrices ID, donc ça c'est une grande faiblesse, disons, de ce que je présentais jusqu'à maintenant. Donc est-ce que je peux aller au-delà de ces assumptions? Et donc, encore une fois, disons, ça c'est les deux assumptions que j'ai fait et je vais aller au-delà. Donc, commençons avec le prior qui, du coup, est-ce que je peux gérer avec la même théorie, les mêmes approches, des priors qui sont pas séparables? Et pourquoi ça c'est intéressant? Ça revient à cet article. En tout cas, mon attention était attirée à cette façon d'y penser dans cet article de la groupe d'Eric Price et Alex Dimakis, où ils disent, plutôt que faire acquisition comprimée avec la parcimonie du signal, on va remplacer la parcimonie par une autre sorte de compression. Et il dit, on va supposer que le signal, il vit dans le rang d'un modèle génératif qui a un espace latent qui est petit. J'ai mis ici, disons, qu'est-ce que ça veut dire quand en apprentissage profond, on entraîne des modèles génératifs à la gamme, donc de Generative Adversarial Neural Networks, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un espace latent qui en général est petit, je vais l'appeler Z étoile, et on entraîne les poids de cette réseau neurone pour que les données qui sortent, ils rassemblent aux vraies données. Et ça va être le W étoile, mon vrai signal que je vais mesurer. Donc ici, c'est par exemple des images générées par DCGAN, qui est un réseau assez simple, assez petit, de cet article-là. Donc, le fait que l'espace latent est petit, ça va un peu jouer le rôle de parcimonie. On réduit la dimension. Alors, avant, c'était qu'on a gardé que quelques coefficients non zéro, et ici, on garde l'espace latent va avoir une plus petite dimension. Donc, est-ce qu'on peut faire traitement de signal avec des priors comme ça? Ça, c'était, disons, l'idée de cet article-là. Il montrait que oui. Et ce qui est intéressant, que ça c'était au début de 2017, et nous, en même temps, ou disons un peu avant, on a sorti l'article là, qu'on appelait Multilayer Generalized Linear Model, donc voilà, le même modèle que je considère maintenant avec des multiples couches. Dans cet article-là, on n'a pas réalisé cette jolie interprétation avec les priors qui sont des modèles génératifs. Notre motivation dans l'article, c'était en fait étudier l'apprentissage des réseaux profonds, où on apprend les W, les matrices W, et Z et Y est connu. Mais on s'est aperçu que ça c'est trop difficile, que ça on sait pas faire, encore aujourd'hui on sait pas faire ça, donc on s'est dit, bon, si on va regarder la même structure un peu de ces variables-là, mais on va inverser ce qu'on apprend et ce qu'on connaît. On s'est dit, on va considérer la version où on connaît les poids, et à partir de Y, on va récupérer Z étoiles. Est-ce que ce problème-là, on sait le résoudre? Et on l'a regardé un peu comme un jeu mathématique. Et c'est qu'après avoir lu le papier de Alex Dimakis, le papier précédent, qu'on s'est dit, ah oui, quand même c'est très joli, parce que quand on le considère comme ça, on peut dire que cette dernière matrice-là, c'est la matrice X, et tout ce qui est ici, ben c'est ça qui sort de modèles génératifs à plusieurs couches, à partir d'espaces latents Z d'étoiles, en donnant le W étoile, dans le même sens que je viens vous expliquer ici. Et vu que la même théorie, avec, encore une fois, la théorie qui nous donne le MMSE, qui nous donne l'algorithme de passage des messages optimal, disons les mêmes outils et des diagrammes de phase de nature similaire, on peut les obtenir pour ce problème-là. Et quand on fait ça, par exemple, pour la récupération des phases, parcimonieux, ici, je donne le diagramme des phases pour récupération des phases parcimonieux, où ρ est la parcimonie. Et ici, je donne un peu la même chose, mais cette fois-ci, le ρ, c'est la ratio entre la taille des espaces latents et la dimension de signal. Et, bon, j'ai un diagramme des phases qui est différent, mais ce qui est assez intriguant, on observe systématiquement, aussi dans d'autres exemples, que quand on a la phase difficile, hard, que dans les systèmes avec les génératifs prior, elle est beaucoup plus petite. On s'est dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est quelque chose, disons, qui est pour le moment fait avec des poids W qui sont aléatoires, qui sont pas appris. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là quand ils sont appris? Bon, ça, c'est une des questions ouvertes qu'on ne sait pas. Et on a un librairie ici qui
pour un très grand ensemble des problèmes avec des priors génératifs, applique cette sorte d'algorithme pour les résoudre. Et juste un slide sur l'autre assumption des données qui sont ID. Ça, bien sûr, disons, moi j'ai quelques slides, mais je vais les sauter. J'ai juste celui-là qui résume un peu dans ces deux articles-là, qui sont relativement récents. On s'est dit, est-ce qu'on peut aller vers les données qui sont pluralistes? Et encore une fois, comme les gars ne peuvent générer des données qui ont l'air très réalistes, on se contente avec l'analyser les mêmes choses pour des données qui sortent d'un GAN, qui prend un bruit aléatoire, qui applique un réseau de GAN, cette fois-ci avec des poids qui peuvent être même appris. Et ce qui sort de là-bas, ça va jouer le rôle de notre matrice X. Et on s'est aperçu que oui, en effet, on peut faire ça. Et plus que ça, que si on compare les courbes d'apprentissage obtenues des vraies données, donc ça c'est un vrai MNIST, je crois, oui, et on compare à cette théorie, que ça colle, que finalement cette théorie peut très bien décrire des données qui viennent loin au-delà de cette assumption des ID. Et les mots-clés à chercher dans la littérature, c'est le Gaussian Equivalence Theorems. Mais bon, je ne vais pas couvrir ça en détail parce qu'on va finir sous les conclusions. Pardon. Oui, juste ce slide-là qui est comme dans tout, il y a un progrès dans ce qu'on peut faire avec ces méthodes qui viennent de la physique statistique, mais aussi beaucoup de problèmes ouverts. Donc, juste pour donner 3 exemples de ceux qui m'interpellent beaucoup en ce moment, c'est caractériser à quel point on peut décrire les vraies données avec cette assumption que les choses, quand ils passent par un réseau neurone, deviennent proches des Gaussiens. Et par exemple, pour les priors génératifs, comment analyser ces méthodes-là et ces algorithmes-là quand les poids sont appris et méconnus? Même ça, on ne sait pas faire. Et après, le troisième, c'est le vrai problème. Comment on caractérise l'apprentissage de ces poids? Donc, quelque part, le deuxième, il me semble qu'il faut le résoudre avant de résoudre le troisième. Et si on savait résoudre le troisième et écrire analogue d'entropie libre pour un problème à multicouche, pour un vrai apprentissage, on saurait répondre à plein de mystères d'apprentissage profond que pour le moment, il reste des mystères. Et donc la conclusion qui reste basique, la physique statistique, parce qu'elle était là avant pour regarder les distributions aux dimensions, peut-être, je sais pas, 50, 80 ans avant les autres, il a dans ses poches certains marteaux assez puissants pour attaquer ces problèmes-là. Il y a 20, 30 ans, il fallait s'excuser pour utiliser ces méthodes de cavité et réplique parce qu'ils étaient mystérieux et non rigoureux. Donc, dans les dernières 5 années, on a travaillé fort et d'autres gens aussi. Donc, aujourd'hui, presque tout ce qui vient de ces méthodes-là est prouvé rigoureusement. Donc, plus besoin de s'excuser qu'on utilise quelque chose de non rigoureux. Mais néanmoins, il reste beaucoup de problèmes ouverts qui sont là, qui sont intéressants. Et avec ça, je vais finir. Ça marche? Ça marche. Bien, nous avons quelques minutes pour les questions. Merci pour cet exposé très intéressant. J'ai une question sur cet algorithme message passing que vous utilisez sûrement plus en physique statistique qu'en signal et image. Alors j'ai une question peut-être un peu double. Déjà, est-ce qu'il y a une intuition qui permet de comprendre pourquoi ce type d'algorithme marche mieux que les algorithmes de descente? Et on a quand même du mal, et donc ça c'est ma première question. Et la deuxième, on a du mal à croire que ça s'applique à tous les problèmes. Est-ce qu'il y a des règles générales qui permettent de penser que ça va bien marcher pour ce problème-là et peut-être pas pour ce problème-ci? Oui, donc disons pour que évidemment, il marche pas pour tous les problèmes, c'est pour ça qu'on pousse pour étudier la descente des gradients.
il marche dans les problèmes qui sont bien dans le cadre des assumptions qu'on utilise. Donc, la limite des hautes dimensions, il faut quand même que le système est assez grand pour que l'analyse colle, parce que c'est une analyse asymptotique. Dans le cas le plus simple, il faut que les données sont idégaussiennes, ce qui en vrai, ils sont jamais. Après, il y a toute une ligne de travaux, justement, où on va au-delà de ces données et on étudie à quel point ces algorithmes sont robustes à relaxer ces assumptions. Ils sont assez robustes, mathématiquement, c'est assez intriguant pourquoi ça marche au-delà de ces assumptions, mais en pratique, c'est ça le facteur limitant. En pratique, si je viens avec un appareil où la matrice des mesures est certaine, l'algorithme, il n'est pas du tout robuste, il s'est complètement casse la tête. À la place de voir le dessin des gradients, il gentiment minimise sa fonction, et s'il ne minimise pas, il est peut-être bloqué, mais il explose pas. Donc c'est ça un peu qui limite l'application de cet algorithme dans les vraies applications en traitement des signaux. C'est pas vraiment qu'en physique statistique on utilise en pratique comme un algorithme. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant sur cet algorithme, c'est son analyse. C'est que c'est un algorithme itératif à haute dimension et on comprend en détail la performance qu'il a. C'est quelque chose qu'on n'accepte pas pour les autres algorithmes. Donc, c'est moi plutôt qui pensais qu'un algorithme qui un jour va être pratique, ce qui peut-être il va être, on sait pas, mais bon, pour le moment il n'est pas. J'y pense comme un outil d'analyse. Le fait que quand je l'analyse, je obtiens la même fonction qui vient de l'analyse, qui me dit la performance d'un algorithme Bayes optimal qui serait exponentiellement coûteux. Ça c'est la magie de cet outil-là. Donc c'est vraiment dans la mathématique et dans la théorie que je trouve qu'il est intéressant à considérer, à connaître plus que dans la pratique. J'ai une petite question qui est certainement bête. Dans le diagramme où il y a impossible, difficile, obtenu en L1, est-ce qu'on a la forme des courbes ou est-ce qu'elle est obtenue que numériquement, c'est-à-dire les alpha, j'ai pas réussi à lire la notation, les alpha TBP, alpha L1, oui. Est-ce qu'on les a les courbes? Oui, donc les courbes on les a, c'est pas des formes très simples, c'est des formes implicites. Donc voilà, il faut les résoudre, c'est des équations implicites qui n'ont pas une solution jolie, ferme, mais qui sont à une dimension. Donc quand on les met dans n'importe quelle méthode numérique pour résoudre une équation à une variable, il marche très bien. Donc de ce point de vue, disons, si on était des militants mathématiques, ils sont pas explicites, mais pour tout ce qui concerne la pratique, ils sont explicites, analytiques, fermes. Oui, on les a. Ça tout revient à la forme, je l'ai pas écrit, mais cette fonction-là, on a une forme explicite de cette fonction, donc c'est juste analyser cette fonction à une seule variable. Et là, on a des formes assez explicites, qui contiennent quelques intégrales gaussiennes qu'on peut pas calculer analytiquement, mais qui restent simples, unidimensionnelles. En théorie d'information, ils ont one bit expression, un joli terme pour ça. Merci beaucoup pour l'exposé. Pour rebondir sur la première question, l'algo AMP, on peut aussi l'obtenir comme une certaine limite d'un algo de Tom Linka qui s'appelle Expectation Propagation, qui lui a en pratique des super performances avec moins d'hypothèses qu'AMP. Je me demandais si les résultats récents permettaient en fait de dire des choses sur EP et pas juste sur AMP dans cette limite grand N grand D. Oui, tout à fait. Donc le EP, disons, il y a une version de AMP qui est vraiment très très proche de ça. Ça s'appelle le Vectorial AMP, le VAMP. Et bon, à première approximation, c'est la même chose. Donc effectivement, ce que ça permet de relaxer les assumptions sur les matrices et sur le prior pour que les théorèmes restent vrais sur le state evolution. Et aussi, effectivement, en pratique, ces algorithmes-là ont certaines applications. Après, moi, je connais pas en détail lequel est plus marquant, etc. Et il y a pas mal d'évolutions, disons, sur le travail théorique aussi pratique sous ces algorithmes, il continue.
Merci. Bon, de façon à respecter au mieux notre emploi du temps, je pense qu'on va suspendre la séance sur cette question. Si certains d'entre vous ont encore des questions, des interrogations, des curiosités à satisfaire, l'ENCA va rester dans les environs encore quelques temps, donc vous pourrez lui poser en direct. Je propose de la remercier encore une fois. Merci à vous.